après ces petites péripéties, bon, alors cher public, écoutez, d'abord vous n'allez pas y couper, vous allez avoir tous nos vœux à chacun d'entre vous, bonheur et santé, et tous nos vœux pour la France. Et le reste du monde qui en ont bien besoin. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas assez de choses qui nous autorisent à verser dans l'espérance, mais il nous reste la parole et notre volonté de donner à celles et ceux qui nous permettent de la donner, à celles et ceux qui nous permettent de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Pour cela, un très grand merci à vous, Éric Hanoton. Mais avant de donner la parole à Michel Wanisch, qui a souhaité vous présenter, je voudrais dire quelques mots sur le choix de notre thème, qui pourrait au premier abord faire croire qu'il fait fi de la réalité, alors qu'il n'en est rien. Car sans rêve, il n'y a pas de réalité. Dans le domaine de l'imaginaire, les mythes et les légendes ressurgissent et ont le pouvoir de réenchanter le monde. Ils ont la vie dure, si je puis dire, et au gré des mutations de nos sociétés, ils ressuscitent de vieux héros dotés de super pouvoirs et porteurs de valeurs, encore que nous en avons un là, qui est doté de super pouvoirs, je pense à Trump. Je ne suis pas sûre qu'il soit porteur de valeurs, mais enfin bon. Alors, aussi puissants que certaines croyances, ces mythes, dans des temps incertains comme aujourd'hui, dans un monde globalisé et mondialisé, ils idéalisent le passé et pourraient donner à croire qu'il y a un refuge au temps présent et que certains hommes ont le pouvoir de faire renaître ce passé idéalisé. Ainsi, Trump, que vous appelez, si j'ai bien lu, le candidat prophète, ne propose rien d'autre que la réalisation du rêve américain. Et pour comprendre sa réélection en 2024, une réflexion sur le thème s'impose. Seule la profondeur historique est à même de nous faire comprendre ce que nous avons pris comme un coup de tonnerre, autrement dit, la réélection, je vais y arriver, de Donald Trump n'a rien d'étonnant. Encore merci à vous, Laurie Hanoton, pour cette première conférence de l'année. Je vais donner la parole à Michel, qui va se faire un plaisir de vous présenter. Merci pour votre attention. Bonsoir Laurie Hanoton, vous êtes spécialiste de l'histoire, la politique et la culture visuelle des États-Unis, ainsi que de la politique britannique, que vous enseignez à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, où vous êtes maître de conférences. Agrégé d'anglais, vous détenez un doctorat en langue et littérature des pays anglophones, une habilitation à diriger des recherches de l'Institut d'études politiques de Paris et un DEA littérature, civilisation, langage. Vous menez des activités de recherche au sein du laboratoire Sud d'Amérique, du réseau pour le développement européen de l'histoire de la jeune Amérique. Vous êtes cofondateur de la Summer Academic of Atlantic History et vous assurez la coordination du groupe de recherche sur l'espace atlantique moderne. Après une thèse sur la construction politique et identitaire du Massachusetts au XVIIe siècle, vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années en histoire atlantique, notamment sur les liens entre identité politique et identité religieuse. Vous avez écrit une histoire religieuse des États-Unis en 2012. Votre HDR a été consacré à l'étude du rôle du spectre du déclin du rêve américain comme prisme permettant de comprendre les grands débats qui travaillent la société et la politique américaine contemporaine. Votre travail a été publié sous le titre « La fin du rêve américain » en 2017, qui est aussi notre sujet de ce soir, et que vous avez complété par un ouvrage collectif en 2020, « Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump ». Outre ces ouvrages, je citerai aussi « Fear and Shaping of Early American Societies » en 2016, un atlas historique des États-Unis en 2019, du bon usage des commémorations en 2010, Rock and Road Trip, les États-Unis en 1000 chansons en 2023, ainsi que de nombreux articles tels que Une Europe sans christianisme dans la revue Esprit, Barack Obama et le Nouveau Monde en 2013 avec Michel Korinman.
Ceci n'est bien sûr pas une liste exhaustive de vos publications ni de vos collaborations à différentes revues. Vous participez occasionnellement aussi à des émissions d'analyse de l'actualité où vous apportez votre connaissance des États-Unis. Ce rêve d'une Amérique fantasmée où tout est possible, né avec la colonisation, a été partagé de l'Europe à l'Asie par bien des gens espérant une vie meilleure. Il a été promis par les pères de la nation eux-mêmes, tel Benjamin Franklin promettant le succès, à qui était capable de travailler dur, savait épargner et jouissait d'une bonne réputation. Plus tard, le cinéma prit la relève, envoyant Mr. Smith au Sénat et l'extravagant Mr. Gates distribuait son héritage aux fermiers ruinés. Il s'agit de gens simples et naïfs, mais au cœur pur, qui ne se laissent pas corrompre et qui triomphent de la justice. Ils défendent des valeurs. L'envers de ce décor a bien sûr été lui aussi documenté, tant par la littérature et le cinéma que la photographie. Mais avec le rêve de cette Amérique théorique et abstraite, il y a aussi la peur de son déclin. La réélection de Donald Trump, accompagné d'Elon Musk, qui a fait campagne sur ce même thème, transformera-t-elle le rêve en cauchemar? Je vous laisse là. Merci pour ce propos très aimable. Je vais commencer donc sans attendre. J'ai débranché mon petit chronomètre. Je vous remercie d'être là aussi nombreux. En plus, il a plu. Il paraît que c'est pas tous les jours ici. Donc d'avoir bravé les éléments pour ce qui est la première conférence de ce cycle et ma première conférence de l'année. Donc je suis ravi d'être parmi vous. On va parler donc du rêve américain en ce 6 janvier qui a une certaine résonance en histoire américaine désormais. J'ai tendance à dire, on en discutait avant la conférence, qu'on s'ennuie jamais quand on fait de la politique américaine, quand on fait de l'histoire américaine, et aujourd'hui est une de ces dates où effectivement on a la confirmation qu'on ne s'ennuie jamais. Et l'idée du spectre américain, l'idée du spectre du déclin des États-Unis, c'est un outil d'analyse qui permet également de lire l'actualité et qui est toujours pertinent. Alors, je passe par la traditionnelle diapo d'autopromo, parce que vous avez les livres à l'entrée. Comme le thème très riche est celui des imaginaires, je voulais ajouter, parce que je ne savais pas si ce serait fait dans le propos introductif, que à l'Atlas historique des États-Unis, Rock and Road Trip, qui sont à droite, sont aussi également très empreints de cet imaginaire qui préside aux destinées de l'histoire des États-Unis jusque dans le moment présent. Mais rentrons dans le vif du sujet sans attendre avec ce super-héros dont on parlait Paul à l'instant, Donald Trump, et cette histoire du rêve américain qui est quelque chose qui traverse l'histoire américaine, mais qui est également au cœur de l'aventure trumpiste. Et là, on voit Donald Trump descendant son fameux escalator doré le jour de la déclaration de sa première candidature, le 16 juin 2015, où il fait un long discours où il s'en prend de manière très virulente, notamment aux immigrés mexicains, et il termine par ces mots que vous voyez ici. Donc après un discours quand même assez conséquent, il explique que c'est triste, mais le rêve américain est mort, mais, parce que c'est triste quand même s'il est mort, mais il explique que tout n'est pas perdu parce que s'il est élu, il le ramènera et il sera plus grand, meilleur et plus fort que jamais. Et la phrase qui clôt son discours et devient son slogan de campagne, nous rendrons sa grandeur à l'Amérique, we'll make America great again. On voit déjà des gens derrière, bon, la moitié des gens étaient payés pour être là, hein, mais ils ont le t-shirt, bah oui. Donc que fait Trump dans ce premier discours, dans cette déclaration de candidature qui pose en gros la finalité de son projet?
il fait d'abord un constat, un diagnostic du déclin. Alors, il pourrait s'arrêter là et dire de toute façon c'est foutu, rentrez chez vous, mais ça n'est pas foutu. Et il a un côté nécromancien, puisqu'il ressuscite les morts, et le rêve américain est mort, mais il peut le ressusciter parce que lui a ce pouvoir. Donc il est à la fois porteur du constat, du déclin, mais également, donc de mauvaises nouvelles, mais également d'une bonne nouvelle, l'espoir, la promesse d'un renouveau sous sa présidence, si évidemment les vilains démocrates ne lui mettent pas des bâtons dans les roues. Et donc on peut se poser la question, dans toute l'histoire américaine et sous Trump en particulier, de la distinction entre déclin réel et spectre du déclin, ce qui fait un petit peu aussi référence à notre insécurité et sentiment d'insécurité. Et autant le spectre du déclin que le sentiment d'insécurité peuvent très bien avoir une incidence politique. Il n'y a pas que le réel dans la vie, il y a aussi les spectres. Alors, quand on parle de rêve américain, je suis sûr que si je vous demande de fermer les yeux, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si je vous demande de fermer les yeux et de me dire à quoi vous pensez, vous allez avoir des images. Ces images, ces icônes qui sont suscitées par le rêve américain ressembleront. Il y aura probablement la Statue de la Liberté à un moment. Je ne l'ai pas mise, je ne peux pas tout mettre. Mais il y aura probablement des choses dans ce catalogue-là. Le pavillon, d'abord, et pas n'importe quel pavillon, un pavillon de banlieue. Et pourquoi ? Parce que autant le pavillon, généralement entouré par sa traditionnelle clôture blanche, et vous voyez ici que quand Time Magazine demande comment restaurer le rêve américain, la clôture blanche, elle est de plus en plus décrépite, comme le rêve américain. Donc vous voyez à quel point le symbole devient une icône. Ce pavillon est une sorte de forteresse. On se réfugie contre le monde, et notamment l'espèce de Babylone urbaine pleine de tentations, de crimes, etc., dans son pavillon. Et ce pavillon est un pavillon de banlieue, la banlieue résidentielle. Quand on parle, là on voit aussi la différence des imaginaires, quand on parle de banlieue en France, on voit tout de suite des bars de HLM avec des dealers et des voitures qui brûlent. La banlieue aux États-Unis, c'est pas du tout ça, c'est même l'exact opposé. Les bars avec les voitures qui brûlent, c'est les centres-villes aux États-Unis. C'est pas les banlieues. Les banlieues, c'est vraiment quand on sort de la vilaine ville, Babylone, et qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus positif, où on est dans ce que j'appelle le laboratoire du rêve américain, où on peut recréer une sorte de société parfaite, alternative, idéale. On voit aussi des images, alors voilà, comme ça, la famille nucléaire, le monsieur a toujours un chapeau, vous remarquerez, la famille nucléaire devant le nouveau pavillon avec la voiture. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des livres qui traitent du rêve américain, ils ont à peu près le même type de couverture. Et je me suis dit, quand on ai vu 2 ou 3, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et vous voyez qu'on est dans une iconographie qui est très 50s, avec papa qui rentre à la maison avec son chapeau, et les enfants, la petite clôture, la maison, etc. Et là, dans une iconographie qui est aussi très 50s, avec ces petites étoiles, là, alors papa ne rentre pas de la maison, mais il a toujours son chapeau, les enfants ne sont plus là, il n'y a pas de voiture, mais on imagine qu'il y a une voiture quelque part. Ah, je gêne. Donc, vous voyez qu'il y a aussi cette répétition des symboles qui contribue à encore plus les ancrer dans l'imaginaire lié au rêve américain. Donc on va voir comment ça se goupille, parce que le problème c'est que ce rêve un petit peu idéal, solaire, est toujours fragile. Alors le rêve américain, généralement, le résume, vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, si c'était résolu après la deuxième slide. Alors, travailler dur, ce qu'on disait tout à l'heure sur Benjamin Franklin, qui est le premier en fait à dire que le temps c'est de l'argent, le crédit c'est de l'argent, et donc la réputation c'est de l'argent. Travailler dur, respecter les règles, attendre son tour, jouer le jeu, ce sont les conditions pour réussir. Donc ça c'est généralement la façon dont on définit le rêve américain. Et c'est une sorte de promesse, de conditions presque contractuelles. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que parfois, ça ne marche pas. Et donc, on se demande un petit peu où est le vice caché de cette promesse, visiblement inatteignable. Vous voyez bien cette petite caricature en haut, où on voit cette espèce d'escalier qui est en train de s'effondrer. Donc, c'est vraiment l'ascension sociale. Et donc, on a toute une partie des Américains qui se considèrent comme les cocus du rêve américain et qui estiment, à tort ou à raison,
et c'est aussi le problème de la démocratie, que Trump est celui qui va permettre de briser la spirale de cette promesse qui n'est plus tenue. Alors, de quoi parle-t-on? On ne parle pas que de réussite matérielle. J'ai parlé de réussite juste avant. Quand on demande aux Américains... Alors ça, c'est des sondages de 2017. Donc 2017, maintenant, dans nos imaginaires, c'est avant Covid. Avant, c'était avant-guerre, après-guerre. Maintenant, c'est avant Covid, après Covid. Et c'est vrai que ça change un certain nombre de choses. Vous allez voir dans un instant. Là, on est en 2017, donc on est avant Covid, on est dans une période où Trump est président, vous allez voir que ça a une importance, mais également on est dans une période de relative prospérité économique. Quand on demande aux Américains, c'est quoi pour vous le rêve américain, alors vous pouvez peut-être pas forcément voir parce que c'est un petit peu petit, ça c'est ce qui est essentiel, ça c'est ce qui est important mais pas essentiel, et ça c'est ce qui n'est pas important. Quand on demande aux Américains, ils disent massivement que le rêve américain pour eux, c'est la liberté de choisir comment on vit sa vie. C'est pas matériel, c'est être soi-même. Ça peut vouloir dire pas mal de choses, mais c'est un petit peu le principe d'un certain nombre de grandes idées américaines, comme la poursuite du bonheur. Qu'est-ce que c'est que la poursuite du bonheur? Si on demande à 10 d'entre vous, on aura 10 réponses différentes. Et c'est ça aussi qui fait le succès de ces idées-là. Et ça, vous voyez qu'entre essentiel et important mais pas essentiel, on est à 99%. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a avoir une vie de famille, alors good, qu'on peut traduire par épanouissante ou satisfaisante, on surtraduit un petit peu, mais good n'est pas terrible. Là, on est encore très très haut. Prendre sa retraite confortablement. Il n'est pas question de richesse, il n'est pas question de dépenses, de grosses voitures, etc. C'est juste être à l'abri du besoin en réalité. Apporter une contribution valable à la communauté, donc genre sa ville, son voisinage, etc. Donc là encore, on est dans quelque chose d'immatériel. Et on commence à avoir du matériel, vous voyez, bien plus bas, posséder sa maison, mais ce n'est pas forcément posséder un château, avoir une carrière successful. Alors qu'est-ce que ça veut dire successful? Est-ce que ça veut dire avec beaucoup d'argent ou est-ce que ça veut dire épanouissante? Ça peut vouloir dire les deux, et cette ambiguïté est intéressante. Et devenir riche, c'est quand même si vous ne voyez pas les détails, c'est quand même assez spectaculaire. Hein. Et surtout ici, pas important, 40%. Donc vous voyez que cette idée de rêve américain où on gagne beaucoup d'argent, on a plein de grosses voitures, pas tant que ça finalement. Après, quand on demande aux Américains, dans le même moment, s'ils ont atteint le rêve américain, s'ils ne l'ont pas atteint mais qu'ils pensent l'atteindre un jour ou s'il est hors d'atteinte, on remarque qu'on a un petit peu plus d'un tiers des Américains à l'époque qui disent l'avoir atteint, quoi que ça veuille dire, et pratiquement la moitié qui disent qu'ils sont sur la voie, sur le chemin de l'atteindre. Là, on remarque que quand on regarde entre les blancs, les noirs et les hispaniques, on voit que les plus optimistes d'une certaine manière sont les blancs, mais avec les hispaniques pas très loin derrière et les noirs beaucoup plus loin. Cela dit, les noirs sont beaucoup plus nombreux à dire « je n'ai pas atteint le rêve américain, mais je vais l'atteindre ». Donc ils ne sont pas du tout dans une optique de « ça n'est pas possible » ou « ça n'est plus possible ». Et quand on regarde ceux qui nous disent « le rêve américain est hors d'atteinte », on n'a pas vraiment de différence entre les blancs, les noirs et les hispaniques. Là où on commence à voir des différences assez notables, c'est ici. Le niveau d'éducation. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes susceptible d'avoir atteint le rêve américain. Ça, c'est pas totalement incohérent. Mais on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ceux qui pensent pouvoir y arriver. En revanche, on voit que les moins diplômés sont nettement plus susceptibles de penser qu'ils n'y arriveront pas. Ça n'est pas possible. Et c'est pas seulement que ça n'est plus possible, ça on le verra tout à l'heure. Au niveau partisan, il n'y a pas une grosse différence. Les républicains semblent un petit peu plus optimistes que les démocrates, mais on est sous Trump, donc ça a aussi un impact. Et on le voit par exemple quand on demande aux gens leur conception de la santé de l'économie. Il suffit de changer de président, et alors là, l'économie qui en octobre était au fond du gouffre, vous mettez Trump président, et les républicains sont hyper optimistes. Même chose avec les démocrates, dans un sens comme dans l'autre. Passons en 2024, donc après Covid, sous Biden. Quand on demande aux Américains d'aujourd'hui, c'est au printemps, hein, donc c'est pas très vieux,
le rêve américain est-il encore possible, ou est-il possible? Un peu plus de la moitié seulement disent oui. Alors ça mélange ceux qui l'ont atteint et ceux qui ne l'ont pas encore atteint, mais pensent pouvoir l'atteindre. A été possible, sous-entendu, ne l'est plus. Pareil, on va mélanger ceux qui disent qu'ils l'ont atteint mais que ça n'est plus possible, et ceux qui auraient bien voulu mais ne l'ont pas. Là, on arrive à 41% de la population. C'est considérable. Ça veut dire qu'on a pratiquement la moitié de la population, 4 Américains sur 10, qui disent le rêve américain est quelque chose qui a existé, qui était possible il y a 10, 20, 30 ans, et qui ne l'est plus, qui est hors d'atteinte. Donc vous voyez qu'on va y revenir dans un instant, les gens qui disaient qu'il était hors d'atteinte, c'était 15-20%, là on a 41%. N'a jamais été possible 6%. C'est infime. Maintenant, alors, rassurez-vous, on va aller assez vite là-dessus. Quand on regarde ceux qui nous disent que le rêve américain est possible, a été possible et n'a jamais été possible, là on remarque que ceux qui sont le plus critiques sur le rêve américain historiquement, ce sont les Noirs. On peut le comprendre. Mais en revanche, les Blancs comme les Hispaniques et les Asiatiques sont très très peu nombreux à dire que ça n'a jamais été possible. On remarque que ceux qui disent qu'il est possible sont à peu près tous dans un mouchoir. On voit que c'est l'âge et le niveau de revenus qui sont les principales données prédictives. Plus on est âgé, plus on pense que le rêve américain est toujours possible, plus on est jeune, plus on pense que c'est fini. Plus on gagne de l'argent, plus on pense que c'est encore possible, plus on est bas sur l'échelle des revenus, plus on pense que c'est terminé. Ensuite, quand on demande aux gens si ils l'ont atteint eux-mêmes, pas seulement c'est possible en général, mais ils l'ont atteint eux-mêmes, là c'est pareil, on voit l'âge et les revenus qui sont les principales données prédictives. Au niveau racial, on voit que c'est pas vraiment, on retrouve un petit peu les écarts de tout à l'heure. Ce qu'ils ont ajouté, c'est les Asiatiques, et on voit que les Asiatiques sont bien plus nombreux que les autres minorités à avoir atteint le rêve américain, et très peu nombreux à penser que ça n'a jamais été possible. En revanche, hors d'atteinte, c'est 30%, c'est-à-dire que ça a doublé depuis 2017. Donc vous voyez un petit peu les ravages et du Covid, et de l'après-Covid, et de la présidence Biden, malgré elle. Alors, le rêve américain, c'est une expression qui vient d'une définition d'un historien à succès des années 30, James Truslow Adams, qui écrit un livre qui s'appelle The Epic of America, pour une raison simple, il voulait l'appeler The American Dream. Son éditeur a dit « Non, on n'écrit pas des livres sur un rêve, ça ne marchera jamais. » Il y a des éditeurs dans la salle? Donc il l'a appelé The Epic of America, mais ça parle du rêve américain et il le définit à plusieurs endroits, et notamment ici, bon, je passais assez rapidement sur les termes eux-mêmes, vous pouvez faire une photo si vous voulez relire ça chez vous. Le rêve américain est lié, il est ancré géographiquement, c'est un rêve qui se passe aux États-Unis, qui ne peut pas se passer ailleurs. Donc c'est pour ça que la dimension immigration est importante. Dream of a land in which life should be better and richer and fuller. On retrouve le rythme ternaire employé par Trump dans sa déclaration de candidature. On va le retrouver aussi chez Reagan. Ça revient tout le temps. En fait, c'est une vie qui doit être meilleure, plus riche et plus épanouissante, plus pleine, quoi que ça veuille dire, pour tout le monde, et en fait, en fonction de son potentiel. Donc c'est pas forcément quelque chose où tout le monde doit atteindre le plus haut, mais c'est chacun en fonction de ses capacités. Il explique, et c'est ça qui est intéressant, que pour les classes supérieures européennes, mais également pour un certain nombre d'Américains, il y a déjà un pessimisme sur ce rêve américain. Mais on est en 31, on est en pleine crise de 29, donc on peut comprendre qu'il y a des gens qui sentent que le rêve américain, c'est bien gentil, peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Donc le contexte est particulièrement important. Et ce qu'il explique, c'est justement cette dissociation entre matériel et immatériel. Il explique clairement que « It's not a dream of motor cars and high wages merely ». Ce n'est pas simplement un rêve de grosses voitures et de gros salaires. Ça veut dire que ça n'est pas exclu, hein, pourquoi pas, mais que ça n'est pas que ça, ça ne peut pas être réduit à ça.
c'est un ordre social où on peut atteindre son plein potentiel, et donc à chacun selon ses capacités. Donc c'est quelque chose de très plastique, de très mouvant, dont on peut avoir sa propre définition, c'est ce qui fait aussi le succès de l'idée, et ça devient un mythe structurant de l'identité américaine. Par mythe, je ne veux pas dire blabla ou pipeau ou ce genre de choses. Un mythe, c'est une histoire qu'on se raconte en commun et qui fait le commun, comme la nation. C'est une histoire à laquelle on a envie de croire en commun. Donc ce rêve américain, ça devient une espèce de croyance collective. Donc ce que j'appelle mythe structurant, parce que ça structure l'identité américaine. Alors évidemment, les politiques se ruent avec gourmandise sur le concept, et pas tous les politiques. C'est surtout ceux qui sont les candidats d'opposition, qui veulent battre le candidat sortant. C'est quelque chose qu'on retrouve quasiment tout le temps dans des formules de plus en plus clichés, de plus en plus stéréotypées, et c'est l'argument de masse de quiconque veut dégager le candidat actuel. Le constat de Trump est finalement pas si novateur que ça. Le rêve américain est mort, mais je vais le ressusciter. Ben, en fait, Ronald Reagan l'a sorti mot pour mot. Vous imaginez quand même Ronald Reagan qui copie sur Donald Trump. Trump, il n'est pas très écologique, mais il recycle énormément. Il a aussi recyclé des slogans de Nixon. Donc en 80, après la présidence Carter, qui n'a pas été un grand succès, en tout cas dans l'opinion, c'est vrai que là, depuis que Carter est mort, tout le monde retrouve Carter, il était formidable, etc. Bon, d'accord, mais il n'était pas quand même extraordinairement populaire, et sa présidence n'a jamais été vue comme un franc succès. Et donc c'est pour ça que dans ce contexte de déclin de la fin des années 70, Reagan joue sur du velours d'une certaine manière et propose de rendre sa grandeur à l'Amérique. En 80, ça veut dire quelque chose. Mais Bill Clinton, en 92, fait exactement la même chose. Alors Bill Clinton, c'est extraordinaire. Bill Clinton, il est né dans l'Arkansas, bon, ça c'est pas... Hein, mais il est né dans un patelin qui s'appelle Hope. Et il veut, donc son slogan, c'est « Restore hope in the American dream ». C'est presque trop pour être vrai. Et donc, restaurer l'espoir dans le rêve américain, on est pratiquement dans du Barack Obama, hope and change. Quelle politique ne veut pas renverser, enfin ne veut pas changer le gouvernement actuel en proposant le changement et l'espoir. Enfin, je veux dire, on fait rarement candidat, enfin on fait rarement une campagne sur le désespoir et le statu quo. Alors peut-être en URSS, je sais pas, mais... Donc, le candidat d'opposition se pose en prophète. Mais le prophète, normalement, c'est le messager de Dieu qui n'a pas spécialement de pouvoir en lui-même. Il n'a de pouvoir que de traduire la colère de Dieu. Là, on a une sorte de prophétisme, mais avec un pouvoir beaucoup plus important pour le prophète lui-même. Et une forme de volontarisme, et on peut quasiment voir ce candidat, ce type de candidat, comme une sorte de roi thaumaturge qui va soigner les écrouelles rien qu'en touchant le malade. Le candidat, s'il est élu, va toucher le pays et guérir ses écrouelles déclinistes et restaurer le rêve américain comme par magie. Vous entendez déjà les chorales d'anges qui chantent derrière. C'est presque trop beau pour être vrai, parce que c'est trop beau pour être vrai, évidemment. Dans le vrai monde, le président ne peut pas tout, même Trump. Je ne le dis pas trop fort parce que je crois qu'il n'en a pas conscience. Et le problème du président, c'est qu'il est souvent embêté par son congrès. Alors Trump, il a de la chance parce que en 2016 et en 2024, il a le congrès avec lui. Mais bon, il ne peut pas tout. Et là, il ne pourra pas forcément tout faire. Il l'a déjà un petit peu avoué. Mais enfin... il propose quand même de rétablir un certain nombre de choses. Alors tout ça n'est pas nouveau, c'est même plutôt très ancré dans l'histoire américaine. Pourquoi est-ce qu'on va en Amérique, dans les colonies? C'est pour deux raisons. C'est pour fuir des persécutions qui sont généralement politiques ou religieuses, mais c'est également, c'est pas forcément exclusif, pour améliorer sa condition matérielle. Ça peut être pour fuir des famines, ça peut être juste pour faire mieux.
Et ce rêve, cet espoir de trouver quelque chose de meilleur en Amérique, donc vraiment géographiquement ancré, est toujours fragile parce qu'avec l'espoir, on a toujours avec, main dans la main quasiment, le spectre du déclin et la peur de cette forme de dépossession. Donc c'est fragile parce que c'est précieux. En arrière-plan, l'histoire du puritanisme, donc au XVIIe siècle, apporte un certain nombre de critères d'analyse qui restent vrais bien après la période puritaine. Par exemple, le catastrophisme. Pourquoi est-ce que les puritains vont en Nouvelle-Angleterre? Parce qu'ils sont persuadés dans les années 1630 que tout va s'effondrer. Ils ont déjà vu le Palatinat se faire ravager, La Rochelle se faire prendre aux protestants. Ils sont persuadés que le prochain sur la liste, c'est l'Angleterre. Donc il faut se carapater avant que Dieu fasse place nette. Donc le Massachusetts, c'est un refuge d'abord. Et ce catastrophisme, en fait, on le retrouve dans toute l'histoire américaine. Il y a quelque chose qui risque de s'effondrer ou de disparaître. L'Amérique, la Nouvelle-Angleterre, mais plus largement l'Amérique, devient une sorte de laboratoire d'une société idéale, laboratoire du possible, de ce qu'on pourra imaginer, mais qui est conditionné à une certaine homogénéité. On réussira si on reste entre nous, au niveau religieux pour les puritains, au niveau racial pour d'autres, mais l'idée c'est d'avoir une homogénéité. Et donc on retrouve ça dans beaucoup de controverses actuelles, cette idée d'homogénéité, d'hétérogénéité, de nous et les autres. La Révolution américaine, à la fin du XVIIIe siècle, apporte une idée fondamentale qui n'était pas forcément très universelle à l'époque, c'est l'idée du recommencement du monde. Les États-Unis, les nouveaux États-Unis, d'abord les colonies américaines en révolte, puis les États-Unis, comme un endroit où on peut recommencer le monde. Donc cette histoire de l'ancien monde et du nouveau monde, qui sont de plus en plus farouchement opposés, est assez systématisée. Donc il y a une rupture spatiale, il y a un océan entre les deux, avec une traversée qui est une sorte de rite initiatique, mais aussi une rupture temporelle de l'ancien monde avec ses castes, où il n'y a que des riches et des pauvres, il n'y a pas vraiment de milieu, et une société américaine qui n'est que ce milieu. Il n'y a pas de très riches ou très peu, il n'y a pas de très pauvres ou très peu, il y a essentiellement des gens qui sont une espèce de gigantesque classe moyenne, où on peut faire mieux pour un peu qu'on s'en donne les moyens. Donc tout ça contribue à alimenter ce qu'on appelle l'exceptionnalisme, le fait que les États-Unis sont exceptionnels, c'est-à-dire différents et mieux, et le providentialisme, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, c'est pour ça que c'est différent et mieux, un sentiment d'élection collective qui pousse la destinée manifeste vers l'ouest. On va déloger les Mexicains, on va déloger les Indiens parce qu'on est mieux et que c'est la volonté de Dieu, donc de toute façon c'est plutôt difficile de s'y opposer. Donc on a, au XIXe siècle, des États-Unis qui ont une certaine ivresse de l'expansion. C'est un pays qui change tout le temps. Le drapeau avec les petites étoiles, en fait, il est totalement instable. C'est un drapeau qui change tout le temps. Les Appalaches, le Mississippi, les Grandes Plaines, les Rocheuses, le Pacifique, en un demi-siècle, la dimension du pays change radicalement. Et donc on a l'impression que rien ne peut résister à cette espèce de bulldozer que nous sommes, nous les Américains. Et en même temps, avec cette ivresse de l'expansion et donc d'une certaine grandeur, il y a la peur de certaines formes d'altérité qui peuvent, en gros, tout détruire. Et donc on trouve des boucs émissaires. Les Irlandais sont un bouc émissaire de choix au XIXe siècle. Alors, pas au niveau racial, parce qu'ils sont quand même assez blancs, les Irlandais, mais ils ne sont pas anglo-saxons, ils sont gaéliques. Et ça, au XIXe siècle, ça a l'air complètement fumeux pour nous, mais c'est très important. Et puis ils sont catholiques. Et ça, c'est très important, pendant très longtemps. Maintenant, ça l'est moins, mais bon. Alors, si on se projette à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, là, on a une période... Alors, l'Amérique change tout le temps. Je rigole avec mes étudiants là-dessus. Je dis, oui, je vous ai déjà dit que ça change tout le temps, mais à la fin du XIXe siècle, il y a des transformations qui sont encore plus violentes et encore plus spectaculaires et encore plus difficiles à vivre pour une partie de la population.
on a un mélange d'urbanisation, d'immigration à des niveaux inédits et puis avec des provenances inédites, et d'industrialisation qui transforme complètement l'économie américaine, qui était pendant longtemps une économie très agricole, avec un peu d'industrie, et qui devient industrielle avec un peu d'agriculture. Schématise. Donc le pays se transforme complètement, et une partie de l'Amérique un petit peu traditionnelle se dit « on n'est plus chez nous ». Notre pays est en train de nous être pris. Nous sommes dépossédés de notre pays. Donc, dans les années 1920, on a un certain nombre de manifestations de réaction contre ça, avec ici le Ku Klux Klan, là des quotas migratoires en 1921 et 1924 qui sont particulièrement drastiques, la prohibition qui est ce qu'on appelle une croisade symbolique, j'y reviendrai tout à l'heure, l'idée que par un certain nombre de mesures symboliques, on peut enrayer le déclin et montrer qu'on est toujours là et c'est toujours nous, les Américains, qui se voient comme les vrais Américains, qui disons le droit. Le procès du singe avec l'évolution, c'est un petit peu la même chose. On ne va pas laisser les universités en leur apprenant des trucs sur l'évolution. Et le dernier moment qui a une importance fondamentale dans l'imaginaire, c'est une période très brève, les années 50, les années d'après-guerre, mais également les années d'après-Grande Dépression, et ça c'est aussi important, où on a l'impression d'être dans une forme de millénium. Le millénium, c'est les 1000 ans de bonheur, avant ou après le retour du Christ, ça dépend, on ne peut pas faire de la théologie, mais enfin, c'est un peu l'idée. Donc, prospérité, stabilité politique, mobilité sociale qui est de plus en plus possible, et puissance militaire, inégalable et inégalée. Donc on voit ça comme une forme de nouvelle norme. Et donc toute déviation de cette norme est une forme de déclin. Alors aujourd'hui, le spectre du déclin, il se décline de plusieurs façons. Alors il y a d'abord sur la scène internationale, il y a souvent eu des rivaux. Longtemps, il y a eu l'URSS, ça a un petit peu structuré les imaginaires également, et puis en parallèle, il y a eu le Japon, avec ses petites voitures économes qui ont concurrencé les grosses voitures américaines, qui utilisaient une quantité d'essence absolument folle, ce qui était beaucoup moins pertinent en pleine crise du pétrole dans les années 70. Donc le Japon est devenu une espèce de bouc émissaire dans les années 70-80. Maintenant, le grand rival, c'est la Chine. À plusieurs titres, hein, au titre économique et au titre militaire. Toute manifestation toute absence de manifestation de force est vue par les Américains, mais aussi par les Chinois, comme une manifestation de faiblesse. Et donc ça, c'est absolument central pour Trump. Et c'est pour ça que Trump se comporte un petit peu comme une espèce de super macho qui se cogne le torse, parce que, d'une certaine manière, alors les Chinois font un petit peu la part des choses aussi, mais Trump considère que si on ne montre pas les gros bras, ben on passe pour faible. Carter, Obama. Et donc, on est absolument dans quelque chose qui est en miroir. Il faut aussi distinguer ce qui relève du déclin absolu, par exemple quand votre production industrielle diminue d'une année sur l'autre, et ce qui est un déclin plutôt relatif, c'est-à-dire que votre part des exportations diminue, non pas seulement parce que vous produisez moins, mais parce que les Chinois produisent plus et exportent plus. Donc forcément, s'il y a plusieurs joueurs, forcément votre part du gâteau va diminuer, c'est pas pour ça que vous êtes en déclin. Mais ces chiffres-là peuvent être mal interprétés comme un signe de déclin. Et à partir du moment où ça rentre dans le langage politique, ça devient un argument faux, mais peu importe, il informe le débat. Et une autre manifestation de la puissance dont on parle assez peu, c'est pour ça que je voulais la mentionner, c'est l'exemptionnisme. L'exemptionnisme, c'est quand on se tient à l'écart de la contrainte. La puissance, c'est l'exercice de la contrainte. C'est « je vous fais faire quelque chose ». Mange tes légumes. Ou enfin, je fais quelque chose. Après, si on ne fait pas quelque chose, voilà, on perd un peu de crédibilité. Peut-être que ça rappellera un peu de vécu à certains. Donc, la contrainte,
mais également la persuasion ou la dissuasion. Ça, c'est les principaux leviers de la puissance. Mais l'exemptionnisme, c'est « je ne vais pas faire ce que vous me demandez de faire, et vous ne pourrez rien faire pour m'y contraindre ». Les États-Unis arrivent à faire ça, arrivent à ne pas faire ce que la communauté internationale dicte, et personne n'a le moyen de les contraindre. Donc l'exercice de la puissance, c'est aussi ça. Donc tant que les États-Unis sont capables de ne pas céder, ne pas plier à un certain nombre de volontés internationales, ils exercent de la puissance et donc enrayent une certaine forme de déclin. Sur la scène intérieure, et c'est plutôt ça qui va avoir un impact sur les élections et donc sur l'élection récente, l'exceptionnalisme qui fait qu'en Amérique on peut réussir si on s'en donne les moyens, en Amérique ceci, cela, c'est plus forcément à l'ordre du jour. Et pire encore, on voit depuis un certain nombre d'années ce qu'on appelle un exceptionnalisme à l'envers. C'est-à-dire que les États-Unis sont exceptionnels, extraordinaires, différents des autres, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de catégories où ils sont bien au-dessus de la moyenne, mais par exemple pour les homicides ou ce genre de choses, ou les taux d'incarcération ou ce genre de choses dont on n'est pas forcément très fier. Donc l'exceptionnalisme marche dans les deux sens, et pas forcément dans le bon. La grande affaire du rêve américain, c'est la mobilité sociale. Et le fait qu'il n'y a pas de classe ou de caste rigide dans laquelle on est déterminé à vivre et à mourir. Donc on peut transcender sa classe. Et donc la question est de savoir si c'est toujours vrai. Par la force de son travail, or le travail ne paie plus forcément, et par le sésame un peu magique qu'a été l'éducation, notamment l'enseignement supérieur, dans les années 50, 60, 70, où un fils d'ouvrier pouvait devenir prof d'université, journaliste, avocat, peu importe, et donc transcender sa classe rien qu'en allant à la fac décrocher un boulot. Dans ce qui concerne cet exceptionnalisme à l'envers, il y a évidemment les questions de santé. Une bonne vie, une vie agréable, ça passe aussi par une vie en bonne santé. On sait que la santé aux États-Unis est extraordinairement chère, et donc ça, c'est une forme d'exceptionnalisme à l'envers pour laquelle les États-Unis ne trouvent pas de solution. Et quand on leur explique notre système de sécurité sociale, ou quand Bernie Sanders parle du Danemark pendant sa campagne, les gens ouvrent des grands yeux. Comment on fait pour avoir ça? Ah oui, mais il va falloir faire des choix. La question de la qualité de vie, quand on voit par exemple les ravages causés par les opioïdes, on parle de 100 000 morts par an par overdose d'opioïdes. Alors il y a un léger mieux l'année dernière, et ça reste quand même absolument catastrophique, et surtout, ça s'inscrit avant le Covid. Pendant 3 années d'affilée, l'espérance de vie des États-Unis, des Américains, a diminué, ce qu'on ne voit nulle part dans le reste des pays similaires en termes de développement. L'obésité, qui a longtemps caractérisé les Américains, est absolument hors de proportion. Alors les Européens sont en train de rattraper les Américains, les Britanniques, les Allemands, les Français sont en train de bien remonter. Aux États-Unis, il y a un léger mieux. Maintenant, ils prennent tous les médicaments coupe-faim, là, genre Ozempic, et donc ils maigrissent tous de manière spectaculaire. Alors ça va faire les affaires de ceux qui vendent des vêtements parce qu'il faut qu'ils changent tous leur garde-robe. Il paraît que c'est quand même très très rapide, donc ils ne peuvent plus mettre leurs pantalons. Donc l'obésité a longtemps été un gros facteur d'exceptionnalisme à l'envers. Et puis il y a ce qu'on a appelé autour de 2015 les morts de désespoir, donc cette espèce de surcroît de mortalité, généralement chez les relativement jeunes, disons les 25 à 50 ans, donc qui ne sont pas des gens qui sont censés mourir alors suicide, font des ravages, alcoolisme et puis les opioïdes, et puis les fameuses tueries de masse qui tuent finalement beaucoup moins que les suicides, mais les suicides c'est silencieux, et les tueries de masse on en parle partout dans les médias, et donc finalement quand on pense États-Unis de l'extérieur, ça ne fait pas forcément rêver parce que tout ça, et parce que tueries de masse. Alors sur
la scène intérieure, un autre aspect, c'est cette chute, cette disparition de ce que certains voient comme une Amérique archétypale, c'est-à-dire blanche, chrétienne et conservatrice, et on voit tout un vent de nostalgie. Je ne sais pas si vous avez vu ces différents reportages sur les tradwives qui s'habillent comme dans les années 50 et passent leur vie en cuisine et sur les réseaux sociaux, pour documenter à quel point elles sont terriblement heureuses de redevenir des femmes des années 50. Donc il y a également ce mélange de tradition et de modernité d'une certaine manière, mais pour nous, il y a surtout cette idée que l'élection de 2016 et ensuite l'élection de 2024, mais ça a été bien documenté pour l'élection de 2016, était l'élection de la dernière chance pour sauver cette Amérique blanche, qui est donc en péril à cause d'une espèce de grand remplacement non blanc, chrétienne, qui est en péril avec la forme de sécularisation dont on va parler dans une seconde, et conservatrice, quand un certain nombre de décisions de la Cour suprême semblaient passer un cap. Par exemple, 2015, l'arrêt Obergefell qui légalise le mariage gay, c'est vécu dans l'Amérique conservatrice comme la fin, c'est-à-dire qu'ils ont perdu les guerres culturelles. Donc il y a un moment de désespoir mi-2015, à quelques jours près de la déclaration de candidature d'un certain Donald Trump. Donc il y a aussi l'investissement de Trump peut-être comme espoir pour renverser la vapeur. Et on l'a vu avec l'arrêt Dobbs en 2022 sur l'avortement, renverser la vapeur, c'est également ça. Et c'est pour ça que je parlais de croisade symbolique. Joseph Gusfield écrit dans les années 60 un livre sur la prohibition, qu'il voit comme une croisade symbolique de cette Amérique de 1900 qui ne veut pas mourir parce qu'il y a des Irlandais, il y a des Italiens, il y a des Russes, etc., qui boivent, qui s'en foutent. Et donc ils veulent écrire la loi pour dire qu'ils sont encore là, qu'ils ne veulent pas mourir. Quand il écrit la préface de la deuxième édition, il dit, dans les années 80, la croisade symbolique, c'est l'avortement. Donc l'avortement, c'est bien plus que l'avortement. C'est la prohibition en 1920. Alors, cette élection de la dernière chance en 2016, vous voyez que, évidemment, c'est partisan. Et vous voyez une différence entre les républicains, un petit peu, et les trumpistes parmi les républicains. C'est vraiment ce qui caractérise la différence entre le républicain pas trumpiste et le trumpiste. Mais quand on décompose un petit peu sociologiquement, on se rend compte d'un truc un petit peu intéressant, que les évangéliques blancs soit un petit peu comme les trumpistes, considèrent que c'est l'élection de la dernière chance, c'est pas ce qu'il y a de plus surprenant. Que les prolétaires, parce que c'est pas vraiment des ouvriers, c'est aussi des petits employés, donc traduire working class par classe ouvrière, c'est pas vraiment blanc, généralement sans diplôme, soit très sensible à cette idée-là, c'est pas non plus surprenant. Mais regardez les hispaniques, ils sont plus convaincus de ça que les blancs. Ça interroge. Quand on va un petit peu plus loin, qu'on demande aux gens dans le même sondage le changement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Le changement me fait me sentir comme un étranger dans mon propre pays. On retrouve nos white working class bien devant les gens plus éduqués, mais on retrouve également les républicains et les trumpistes à peu près à égalité, et les indépendants, qui sont généralement, par définition, entre les démocrates et les républicains, qui sont très proches. Ça peut expliquer aussi un certain nombre de choses en 2016 et en 2024. L'augmentation de la diversité se fait aux dépens des Blancs. On retrouve nos white working class bien devant des gens plus éduqués, et donc on retrouve un petit peu les marqueurs classiques. Le changement, bien ou pas bien, pour ou contre, est-ce que l'Amérique des années 50 était mieux ou moins bien? Et quand on demande aux Américains, c'est assez partagé, disons, ils sont un petit peu plus pessimistes qu'optimistes, mais quand on regarde qui et pourquoi, les plus optimistes, c'est les démocrates, les sans-église, j'y reviendrai tout à l'heure, les noirs, oui, parce que les noirs dans les années 50, c'était pas forcément... donc on peut comprendre qu'il n'y a pas vraiment de nostalgie des années 50. En revanche, quand on regarde de l'autre côté du spectre, les blancs de différents types de religions, y compris les évangéliques et les républicains, sont très nostalgiques des années 50 et estiment que depuis les années 50, les États-Unis sont en déclin perpétuel. Et donc, Make America Great Again
ça résonne. Alors, on a trois boucs émissaires principaux qui sont désignés comme la racine de tous les maux, l'hispanisation, la déchristianisation et le déclin moral des jeunes, donc, qui semble inévitable à cause du remplacement générationnel. Donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le spectre de la dépossession, qui est légitime et qui fixe les règles, donc c'est ça qui est central dans les croisades symboliques. Alors, cette hispanisation et cette diversification, elle est mesurable et elle a été projetée. Il y a eu des cartes qui sont sorties en 2015, encore une fois, sur, en gros, les différents États jusqu'en 2050 ou 2060. Et donc, on voit que les Blancs seront minoritaires, les minorités seront majoritaires, c'est l'autre façon de voir les choses, dans ces États là où c'est le plus sombre. Et donc, il y a eu cette espèce de couverture médiatique du fait que les Blancs deviendront une minorité comme une autre d'ici le milieu du siècle, et certains l'ont vécu un petit peu mal. Donc, Trump, lui, propose quoi? Il propose le mur. Alors, le mur, c'est pas nouveau. Clinton l'avait fait, il avait été un petit peu contraint de le faire par les républicains. Bush l'avait fait, Pink Floyd l'avait fait, mais c'est différent. Je suis obligé. Donc c'est pas nouveau, de même que tous les slogans de Trump. C'est simple et c'est même un petit peu simpliste, qui est un petit peu un des ressorts du populisme. Est-ce que ça va marcher? Pas forcément. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est financé? Non. On n'aura qu'à faire payer les Mexicains. Oui, bon. Parce que le problème, c'est qu'en face, il y a des immigrés, que ces immigrés voient les États-Unis comme le lieu du rêve américain, le lieu où ils vont pouvoir améliorer leurs conditions ou échapper aux persécutions au Venezuela ou ce genre de choses. Et donc on a aussi la volonté de couper les ponts pour des gens qui disent « mais nous, le rêve américain, on veut bien hein. ». Les hispaniques en proportion sont les leaders de la création d'entreprises, notamment les TPE et les auto-entrepreneurs. Et ben, c'est les hispaniques qui sont majoritaires. Les asiatiques sont considérés comme la minorité modèle. Alors eux s'en défendent parce qu'ils disent qu'on les érige en minorité modèle pour critiquer les noirs, ce qui d'une certaine manière n'est pas tout à fait faux. Cela dit, quand on regarde les statistiques de l'éducation, de l'intégration, notamment socio-économique, les Asiatiques sont très nettement au-dessus de tout le monde. Donc il y a du vrai quand même dans cette appellation de model minority. Mais alors, un certain nombre de ces immigrés hispaniques et asiatiques adhèrent à ce que Harley Hochschild appelle les line cutters, donc les resquilleurs. Et elle a dans son livre qui est sorti en 2016, donc qui est sorti un petit peu avant Trump, elle explique dans une espèce de fable que le rêve américain c'est une colline sur laquelle montent les gens, donc ils attendent à la queue leu-leu, ils attendent leur tour, et ils voient des gens couper la file. Vous savez, c'est des pays où la file est comme ça et des pays où la file est comme ça et tout le monde avance en même temps. Et donc il y a des resquilleurs et donc c'est pas juste. Pourquoi est-ce que moi j'attends mon tour et puis eux ils passent avant? Donc c'est un certain nombre de minorités ou les immigrés illégaux qui ont des trucs que eux n'ont pas. Et donc ça explique pourquoi beaucoup d'hispaniques considèrent que l'immigration illégale c'est pas bien. Et donc ils vont voter pour Trump pour couper ça. Un certain nombre d'asiatiques aussi sont contre l'immigration illégale et donc vont voter pour Trump parce que c'est pas juste. Et donc ce concept est vraiment à prendre en considération. L'autre bouc émissaire, c'est la sécularisation, et donc le déclin moral qui est lié. Vous voyez que depuis 2006, les différentes dénominations blanches chrétiennes, donc évangéliques, protestants non évangéliques et catholiques, il y a comme un déclin. De l'autre côté, les non-affiliés, il y a comme un essor. Donc, si on se prête à prolonger les courbes dans un avenir pas trop lointain, on peut imaginer voilà un petit peu ces projections démographiques qu'on voyait avec nos cartes tout à l'heure. Si on continue sur les projections démographiques au niveau religieux, on voit que les différents types de christianisme blanc sont en déclin et vont devenir anecdotiques.
Ces nones ou ces non-affiliés sont-ils réductibles aux athées? Non. Vous voyez que parmi ces gens-là, les athées ne constituent que 17%. Dans ce groupe des nones, en fait, le problème, c'est qu'ils sont reliés par une chose, ce qu'ils ne sont pas. Ils n'appartiennent pas à une église. Ça regroupe des gens qui sont croyants, voire croyants et pratiquants, ils prient chez eux, ils croient à quelque chose, plus ou moins défini, mais ils ne sont pas forcément athées. Il y a les athées dans le tas. Mais ça n'est pas sécularisation, ça veut dire sortie des églises, et ça ne veut pas dire athéisme. On voit que ça augmente entre 2013 et 2015 dans toutes les catégories d'âge, y compris les plus de 50 ans et les plus de 65 ans. Vous voyez, ça double quasiment. Et que pour les plus jeunes, les 18-29 ans, on parle de 36% de la population, donc c'est quand même relativement considérable. Quand on regarde la distribution en 2023 chez les plus de 65 ans, les chrétiens blancs, donc évangéliques, protestants, non évangéliques et catholiques, ça représente 56% de la population. Chez les plus jeunes, c'est la moitié. Les évangéliques, les nones, c'est 36%. Chez les plus âgés, c'est 18%. C'est la moitié. Donc vous voyez qu'il y a quand même une évolution qui est assez spectaculaire. Et cette évolution, évidemment, quand on la projette dans le temps, il y a le remplacement générationnel qui fait que, c'est ce qu'on voit, les générations les plus jeunes sont quand même de plus en plus non affiliés. Et quand on corrèle ça à l'idéologie, les plus jeunes sont les moins conservateurs et les plus progressistes. Donc quand vous combinez tout ça, vous vous dites que l'Amérique traditionnelle, conservatrice, chrétienne blanche, elle est reléguée, elle est destinée à être reléguée à une note de bas de page de l'histoire. Depuis récemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a de plus en plus, dans la dernière génération, la génération Z, il y a quelque chose de nouveau, il y a un écart entre les hommes et les femmes. Ce sont plus les jeunes femmes qui sortent des églises, de manière bien plus marquée que les jeunes hommes. Et on voit que chez les générations Z, un peu plus que chez les millennials, qui étaient ceux des années 80-90, il y a un retour en grâce de la croyance, de la confiance accordée aux églises. Alors on est en dessous de la moyenne nationale, mais enfin, il y a peut-être une note d'espoir pour cette génération, qui est aussi l'une des parties de la population qui a porté Trump au pouvoir. Les jeunes n'appartiennent pas au Parti démocrate, contrairement à ce que le Parti démocrate a tendance à penser. Alors, Paul Valéry a eu cette phrase qui est absolument géniale, il y en a quelques-unes, mais enfin, il a eu cette phrase absolument géniale, « L'avenir n'est plus ce qu'il était ». Et ça me semble toujours particulièrement pertinent pour étudier la société américaine en général et l'essor du Trumpisme et l'attrait du Trumpisme en particulier. L'avenir n'est plus ce qu'il était. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec la croyance ou non dans le rêve américain, c'est exactement ça. Mais c'est quand même mieux dit. L'idée centrale de mobilité sociale, est-ce qu'elle est encore valable? Il faut accepter pour ça de s'endetter considérablement. La dette étudiante devient un problème absolument gigantesque au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et alors Biden a essayé de résoudre le problème comme il pouvait un petit peu, mais la Cour suprême n'est pas forcément d'accord avec certaines façons de faire. Et donc, un certain nombre de jeunes Américains en viennent à se poser la question qui était impensable dans les années 50-60. C'est de savoir si faire des études à l'université, désormais, est un bon investissement ou si c'est de l'argent foutu en l'air. La question se pose également en France, parce qu'il y a une inflation, par exemple, du coût des écoles de commerce. Et donc vous avez des vidéos sur YouTube de gens qui disent est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 40 000 ou 50 000 euros dans une école de commerce ou pas. Donc c'est aussi un problème qui gagne la France à cause de l'inflation des coûts de scolarité. Et donc finalement, pour un certain nombre d'étrangers également, est-ce qu'un avenir meilleur est possible aux États-Unis, ou est-ce que pour une expatriation, il ne faut peut-être pas aller regarder ailleurs qu'aux États-Unis, où avant on ne se posait pas forcément la question. Un des grands ressorts de l'élection de 2024, c'était le pouvoir d'achat. Donc la question qu'on appelle en anglais affordability, le fait de pouvoir se payer des choses, le pouvoir d'achat. Alors on a parlé énormément du prix des œufs, le prix de l'essence,
Donc le prix des courses en général, le panier, mais également, évidemment, le logement. On en revient à notre première diapo avec la maison en banlieue. Ça n'a jamais été donné de s'acheter une maison dans certains quartiers en particulier, donc il y a toujours des compromis à faire sur le quartier, sur l'éloignement du centre-ville, sur la taille de la maison, etc. Généralement, le deal, c'était on va 10 km plus loin, on aura une pièce en plus. Alors oui, d'accord, il y aura plus d'embouteillages, parce que c'est un petit peu le problème, c'est que comme il n'y a pas vraiment d'infrastructures qui vont avec, il y a une route pour tous les niveaux, donc il y a des embouteillages monstres, mais on a une pièce en plus, et donc on peut faire le rêve américain. Et donc, cette idée de pouvoir d'achat, c'était vraiment les raisons de la colère des électeurs de 2024, indépendamment de l'état de l'économie américaine. Il y a toujours cette dichotomie entre le niveau macro, des économistes qui disent bon, enfin l'économie américaine elle va très bien, et le niveau micro des gens qui disent ouais mais nous on n'arrive plus à se payer des œufs. Il y avait encore un article sur exactement ce sujet dans le New York Times aujourd'hui. Et puis l'idée d'être soi-même, l'égalité sociale, raciale et sexuelle, peut-on encore être soi-même dans une Amérique qui semble de plus en plus gagnée par une certaine forme de conservatisme affirmé? Alors la question se pose pour les trans, mais c'est quand même une partie de la population qui est extrêmement minoritaire, donc on n'est pas dans des questions aussi universelles que le pouvoir d'achat. Mais ça reste une question qui mérite d'être posée, puisque c'est au cœur du rêve américain. Peut-on être encore soi-même sous Trump? Ça, la question est ouverte. Et puis, on en revient à la puissance et l'impuissance des dirigeants politiques en général, et de Trump en particulier. Vous avez peut-être vu qu'il a été élu personnalité de l'année de Time Magazine. Cette fois-ci, c'était pas Taylor Swift. Taylor Swift ne peut pas tout gagner tout le temps. Désolé. Et donc, cette fois-ci, c'était Trump. Et Trump, donc, quand vous êtes personnalité de l'année, il y a une grande interview. Dans cette grande interview à Time Magazine, que personne n'a lu évidemment parce que c'est très long et c'est un petit peu filandreux, il explique que finalement ce ne sera pas si facile que ça de faire baisser le prix des denrées parce que vous comprenez, une fois que ça a monté, c'est difficile de le faire descendre. Ah mais pourquoi vous avez été élu en fait? C'était pas pour faire baisser parce que... Si, donc en fait il y a un certain nombre de gens qui vont se retrouver un petit peu les cocus du Trumpisme, encore une fois, parce qu'il explique dès avant son entrée en fonction qu'il ne faut pas forcément s'attendre à des miracles sur le prix des œufs. Et donc, on en vient à ce problème fondamental de la puissance du politique aux États-Unis, notamment du Congrès qui passe plus de temps à faire des tweets et à se mettre en valeur sur les chaînes de télé plutôt qu'à légiférer. On a un Congrès qui vient de se terminer là, qui a été extraordinairement improductif. Et donc on a un grand problème de, non pas déclin économique ou déclin, qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi déclin démocratique. Le Congrès sert-il encore à quelque chose à part à enrichir des membres du Congrès? Il n'y a aucun sénateur qui n'est pas millionnaire. Peut-être que le rêve américain, c'est de devenir sénateur finalement. Parmi toutes les questions qui se posent à l'orée de cette nouvelle présidence Trump, il y a la question du pouvoir d'achat liée aux promesses de Trump de montrer les gros bras par rapport aux Chinois, et notamment à leur promettre l'enfer douanier avec des guerres commerciales qu'il a commencées en 2018, que Biden n'a pas arrêté. Biden a gardé les droits de douane de Trump de 2018. C'est pour ça que Trump est obligé de surenchérir, parce qu'il ne va pas dire « Non, Biden, c'est très bien, je vais faire exactement pareil ». Il est obligé de dire pareil, mais plus. Le problème, c'est que ça risque de surenchérir également un nombre de trucs incalculables qui sont à portée de Chine. Quand vous voyez la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est très défavorable aux États-Unis. Donc si vous commencez à surtaxer tout ce que vous faites rentrer de Chine, les Américains risquent de le sentir passer. Surtout si vous avez en même temps une politique migratoire particulièrement restrictive, où vous mettez dehors les sans-papiers qui travaillent dans l'agriculture et donc font que les prix ne sont pas si élevés que ça.
Là, ça pourrait les faire exploser. Et puis, il y a des bisbilles dans la Trumposphère sur faut-il ou pas faire rentrer les ingés indiens. Alors, les gens comme Musk disent « si, on en a besoin parce que les ingés américains, c'est plus ce que c'était, déclin ». Et les magas canal historiques qui disent « oui, enfin, c'est des Indiens, ils sont pas très blancs quand même ». Et donc Musk et ces gens-là s'entendent pas très bien. Donc il y a déjà des bisbilles au sein de la Trumposphère. Musk et les gens qui composent le gouvernement et un certain nombre de conseils consultatifs ont dans l'idée qu'il faut rester leader face aux Chinois sur l'innovation technologique, en particulier sur l'intelligence artificielle, qu'en étant leader, et donc en enlevant un certain nombre de réglementations, on va créer les conditions du ruissellement. Alors ça, oui, c'est très théorique. Enfin, ça fait partie des représentations. On va créer des emplois, donc les gens vont créer des boîtes, des startups, etc. Et de l'activité économique, bon ça c'est pas tout à fait faux. Et on va favoriser l'entrepreneuriat, et donc ça c'est aussi un des ressorts du rêve américain, pourquoi pas moi? Après on peut se planter, c'est aussi un des ressorts, mais généralement on ne vous prête de l'argent que si vous êtes déjà planté, parce que ça veut dire que vous avez normalement appris de vos erreurs. Et le grand paradoxe sur lequel je terminerai, c'est ce paradoxe de la nostalgie des années 50. Parce que quand on se penche sur les années 50, en dehors des images d'Épinal, de petites maisons avec le papa avec le chapeau, on se rend compte que les années 50, en fait, c'est des années de guerre froide. Et donc il fallait bien financer la guerre froide. Il y a une fiscalité qui serait considérée comme absolument indécente aujourd'hui, dans les années 50, parce que aujourd'hui, on veut baisser les impôts chez les Républicains. Donc comment on fait des choses sans argent? Et l'État, dans les années 50, est extrêmement présent, à un niveau que les Républicains d'aujourd'hui considéreraient comme absolument indécent également. Donc cette nostalgie des années 50 est particulièrement paradoxale aujourd'hui, dans une Amérique de Trump qui ne ressemble pas du tout aux années 50. Et maintenant, c'est à vous. Qui veut la parole? Ah, voilà, c'est une question. Mais tu sais ce qu'il dit. Je me demandais si tout ce rêve à propos des années 50, ce n'est pas aussi la période avant tous les échecs de la politique étrangère, c'est-à-dire la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, ce qui se passe dans les Émirats, enfin voilà, toute cette politique étrangère qui n'a été que du déclin, et peut-être qu'on a envie de revenir aux années 50, aussi pour ça, pour effacer cette tâche. Alors, vous m'entendez bien là? Oui. Dans les années, en fait, dans l'imaginaire républicain, les années 50, c'est plutôt ce qui vient avant les années 60. C'est-à-dire, c'est les jeunes qui manifestent contre la guerre du Vietnam et donc qui sont antipatriotiques, les femmes qui brûlent leur soutien-gorge et tout ce genre de militantisme. Et donc, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le début du bordel pour l'Amérique conservatrice. Donc les années 50, c'est l'ordre, les années 60, c'est le désordre. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais alors, ce que vous dites, c'est... La guerre de Corée, c'est 50-53. Donc on est déjà là-dedans. En revanche, le Vietnam, oui, clairement. Mais après le Vietnam, il n'y a plus d'aventures, il n'y a plus trop d'aventures extérieures, à part des petits trucs comme Panama, la première guerre du Golfe, qui est totalement maîtrisée, mais qui est l'anti-Vietnam. Il n'y a plus une image qui sort du Golfe qui n'est pas approuvée par le Pentagone. Alors que la guerre du Vietnam, les journalistes ont carte blanche, ils font ce qu'ils veulent et donc ils montrent une réalité qui dérange. Donc la première guerre du Golfe, c'est pas du tout du déclin. C'est au contraire, c'est l'inverse. On maîtrise notre sujet, on fait bien. Souvenez-vous de ces images. Alors, pas vraiment en direct parce qu'elles étaient approuvées par le Pentagone, donc elles étaient différées, non bouclées. Donc c'est pour ça qu'on n'avait que ces images-là. Mais souvenez-vous des frappes chirurgicales.
Souvenez-vous d'espèces de trucs de jeux vidéo, vous avez le missile qui rentre dans la cheminée et pouf, pas de victimes, pas de dommages collatéraux, on ne va pas brûler des villages. La guerre, c'est propre, c'est technologique. Et donc là, on est dans une reprise en main du discours sur la guerre qui est là pour conjurer le Vietnam. En revanche, dans les années 2000, là, on s'embourbe en Irak, on s'embourbe en Afghanistan, et là, oui, il y a une forme de ras-le-bol d'abord, et puis d'interrogation, mais qui n'est pas nouvelle. La guerre des bourgs en 1900, enfin entre 1899 et 1902, les Britanniques se posent exactement la même question. Comment ça se fait que nous, l'armée de l'Empire britannique, on n'arrive pas à botter le derrière de ces paysans néerlandais Est-ce qu'on n'est pas en train de décliner? L'armée française et l'armée allemande se posent la même question autour de 1900. Ils mesurent les gens, ils se rendent compte qu'ils sont en train de devenir tout petits, que c'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Là, on a un petit peu les mêmes types de questions aux alentours des années 2010-2015. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire mieux? Est-ce qu'il ne faut pas s'en aller? S'en aller comment? Parce que s'en aller, c'est un aveu de faiblesse aussi. C'est pour ça qu'en fait, au Vietnam, ils sont restés aussi longtemps. Ils savaient depuis 65 que c'était pas gagnable. Ils ne pouvaient pas s'en aller. J'ai un peu cassé l'ambiance, j'ai l'impression. Oui, merci beaucoup pour l'exposé extrêmement riche et précieux. Oui, justement sur le rôle de gendarme qu'ont pu jouer les États-Unis, et je ne sais pas s'ils ont le potentiel, l'envie, et ça fait partie du rêve américain, mais dans la guerre actuellement commerciale avec la Chine, dans la situation où la République populaire de Chine serait tentée d'intégrer Taïwan, quel est votre sentiment sur la réponse qui serait apportée par le président Trump, par exemple? Alors, ça, c'est une question qui est particulièrement épineuse, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse aux États-Unis. On ne sait pas exactement comment on pourrait réagir. Il y a plusieurs écoles, et l'idée principale, c'est d'exercer la puissance par la dissuasion. Faire en sorte que la question ne se pose pas. Il est question de l'année 2027 et que l'offensive chinoise aurait lieu en 2027. Donc l'élection qu'on vient de vivre était également celle de celui ou celle qui aurait